on va présenter cette contribution qui est un travail de collaboration avec des collègues Michel Marot, Assine Moungla, Vincent Gauthier et moi-même qui sommes des chercheurs du laboratoire Samovar. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de rentrer un peu dans les détails. On va essayer de répondre à une question. Est-ce que vous avez souvent entendu parler, mes collègues, ils ont déjà mentionné souvent le mot IA. On entend parler du mot deep. Donc, dès qu'on parle de deep, c'est-à-dire profond, donc on fait allusion au réseau de neurones. Donc, la question qu'on va essayer à laquelle on va répondre, c'est est-ce que les réseaux de neurones vont permettre une conduite autonome? Quels sont les différents usages des réseaux de neurones et quelles avancées cela a permis d'atteindre actuellement dans la conduite autonome? Mais aussi, on va regarder le revers de la médaille, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des limitations? Quelles sont ces limitations? Et comment on va la suite? Qu'est-ce qui devrait être fait pour arriver à ce que vous voyez, par exemple, si vous êtes fan des films cultes The Car, 1977, véhicule autonome qui a des mauvaises habitudes. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre des réseaux de neurones à la place du conducteur de ce véhicule? C'est ce qu'on aimerait avoir comme réponse à la fin de cette présentation. Donc, d'abord, un neurone, c'est quoi? C'est pour les personnes qui ne connaissent pas, pour qu'on arrive un petit peu à suivre l'évolution des choses. Donc, un neurone, on peut dire que c'est juste une mémoire qui contient une valeur, un chiffre. Un bon réseau de neurones, c'est un réseau dans lequel ces valeurs ont été très bien calculées. On entend parler de réseau de neurones par convolution, donc c'est un peu le schéma que vous avez ici. Donc, vous avez des convolutions, ça veut dire on va balayer les entrées, on va les balayer et on va faire des multiplications de ces valeurs qui sont dans les mémoires par les entrées qu'on a sur l'entrée du système. Donc, on a des couches de réseaux de neurones. Dans le schéma que vous avez au milieu de l'image, c'est un réseau qui a une dizaine de couches. Vous pouvez remarquer que les petits rectangles orange, par exemple, ils vont être alimentés tous par le même signal d'entrée. Donc, ça veut dire que ces rectangles qui contiennent des neurones vont tous effectuer les mêmes opérations sur le même signal d'entrée et sortir un résultat qui est différent, qui va poursuivre son chemin jusqu'à ce que ça va sortir. Après, donc, vous voyez que c'est une conception d'une certaine manière, ça ressemble à un réseau. Pourquoi il y a ce réseau-là, pourquoi pas un autre? Ça, c'est la principale reproche qu'on fait aux gens qui ont conçu des architectures de réseaux de neurones. C'est totalement artisanal, c'est-à-dire que ces chercheurs des chercheurs en réseau de neurones ont testé des dizaines de milliers disons, de combinaisons et à la fin, on sait que telle ou telle combinaison va résoudre votre problème. Et il faut savoir qu'il y avait quelqu'un qui posait la question, les réseaux connus aujourd'hui, par exemple les réseaux de Google, Microsoft, c'est des réseaux qui ont en moyenne entre 50 et 100 couches, donc ici on a une dizaine. Imaginez-vous que c'est un réseau qui a 100 couches qui sont une derrière l'autre. Ça veut dire que ça ne pourra pas tourner sur votre PC portable, ça va devoir tourner sur des supercalculateurs. Le premier usage des réseaux de neurones, comme mes collègues de l'Université d'Evry ont présenté, ça va être la classification. C'est-à-dire c'est un usage très important aujourd'hui qui est utilisé et c'est grâce vraiment aux travaux de l'IA sur la classification. Donc, le réseau qu'on vient de voir tout à l'heure, on a dit quels sont les inputs. Les inputs, ça va être ce qui sort de la webcam de votre voiture. Et le résultat, ça va être ce que vous voyez devant vous. Donc, il est capable de classer des objets dans la scène qui est en temps réel. Et vous voyez qu'ici, il est capable, par exemple, de reconnaître des personnes, même si à gauche, vous voyez, il y a une personne qui est reconnue, même si on a le buste, on reconnaît les personnes de dos, on reconnaît les personnes de côté ou juste un buste tourné à droite, on le reconnaît. On reconnaît des voitures cachées derrière des
des obstacles. Donc, ce réseau de neurones que vous avez vu tout à l'heure, une fois qu'il a les poids bien calculés, voilà ce qu'il va être capable de faire. Et donc, ça, c'est un travail qui a été fait du domaine public. Vous pouvez jouer avec sur votre PC portable. C'est l'application qui s'appelle You Only Look Once. Et donc, ça permet disons, de classer les objets et de mettre des rectangles sur les objets que vous avez vus. Voilà. Donc, un autre usage des réseaux de neurones qui est différent, ça va être la prédiction. Là, on utilise les réseaux de neurones d'une autre manière, donc on va les mettre à la queue leu-leu, et là, la notion du temps va être importante. Donc ici, vous pouvez voir que ce sont des cellules, il y en a 6, et chaque cellule, sa sortie va aller dans l'entrée de la cellule suivante, et l'usage que l'on va faire, un exemple que je vous montre ici, c'est par exemple, si vous rentrez dans le réseau de neurones, la phrase qui commence par « le sapin reste toujours », eh bien, le réseau de neurones, il va vous prédire le mot qui devrait venir à la fin de la phrase, qui est par exemple vert. Le mot vert, ça va être l'output de ce réseau de neurones. Donc, ces réseaux de neurones, on les appelle des réseaux récurrents, donc le temps jouant un rôle très important dedans. Ces réseaux de neurones, vous les utilisez tous les jours une centaine de fois. Hein. C'est ce que vous utilisez quand vous faites des Google Search pour traduire, pour compléter une phrase, corriger. Et même maintenant, on arrive en lui donnant le sapin reste toujours vert, il va vous dessiner de sa tête un sapin vert. Donc, c'est très important. Alors, comment on va utiliser ces réseaux récurrents dans la conduite autonome? C'est très important aussi. Donc, ça, c'est des travaux qu'on a fait il y a 2 ans à peu près. Donc, on a utilisé des données de traces de taxis de la ville de Rome, de l'année 2016. On va donner au réseau de neurones les points GPS et l'heure du point GPS d'un taxi dans la ville de Rome. Donc, normalement, la ville de Rome, elle est en arrière-plan, on ne l'a pas mise. Mais ici, donc, disons, le circuit bleu, là, ça va être le trajet réel du taxi. Et le noir et le rouge, ça va être ce que les réseaux de neurones, deux types de réseaux de neurones différents, récurrents, vont vous déduire dans l'avenir où le taxi devrait aller. Et du coup, vous êtes capable de prédire où le taxi va aller et le temps que le taxi va mettre pour aller à l'endroit qu'il veut aller. Donc, c'est très utile pour, bien sûr, planifier, donc savoir où est-ce qu'il y a des engorgements dans la route, savoir, par exemple, si votre batterie va tenir ou pas pour aller jusqu'à la fin de votre trajet, ou tout simplement pour savoir où vous pensez aller, il va vous y amener sans vous demander. Hein. Voilà. Donc, la troisième application des réseaux de neurones, et là, c'est vraiment ce que je pense que vous attendez, c'est ce qui s'appelle le renforcement. Donc, le renforcement, cette fois, les réseaux de neurones, ils ne vont pas prédire ni classer, ils vont vraiment agir sur le système. Et ça a été une révolution qui a eu lieu en 2016 grâce à une société qui a été rachetée par Google maintenant, qui s'appelle DeepMind. Et donc, cette société a montré que des réseaux de neurones bien ajustés pouvaient battre les personnes de niveau normal qui vont jouer contre des jeux connus. Donc, vous avez ici 2 jeux Atari. Vous avez, par exemple, à gauche, c'est le jeu Enduro, et à droite, vous avez le jeu ping-pong, c'est des jeux de console de Atari. Et on a fait jouer le réseau de neurones contre l'autre jeu de Atari. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 ordinateurs qui jouent un contre l'autre. Et nous, on est en train juste de regarder. Et vous allez voir que le réseau de neurones est capable de surpasser la vitesse d'une personne normale. Donc, ici, les réseaux de neurones, ils vont avoir comme output des actions. Hein. Donc, pour la gauche, vous avez 4 actions, c'est-à-dire tourner à droite, tourner à gauche, accélérer et freiner. Et le réseau de droite, il va devoir jouer, donc c'est celui de droite, donc c'est le vert, il va devoir faire monter la raquette vers le haut et vers le bas pour, donc à la fin, on veut que ce réseau de neurones, il ait une sorte de carotte, donc une récompense. Et la récompense, ici, c'est le score que vous avez dans le jeu à droite, ou bien à gauche, c'est
combien de temps vous allez tenir sans faire d'accident dans le jeu enduro. Voilà, donc ça, c'est les trois utilisations de réseaux de neurones les plus, disons, connues. Hein. Donc, la question maintenant, est-ce qu'il y a des difficultés? Bien sûr, on a parlé de poids, on a parlé de valeurs qui sont dans ces neurones, on n'a jamais parlé comment elles se faisaient calculer. Et c'est là où vient la partie la plus désagréable, la plus difficile et la partie qui, des fois, ne donne pas des résultats satisfaisants. Donc, c'est l'entraînement. Donc, tous les réseaux de neurones convolutionnels récurrents ou par renforcement devront être entraînés. Hein. Donc, entraîner, ça veut dire ajuster les poids du réseau de neurones, calculer les bons poids. Pour cela, on va devoir répéter une procédure d'entraînement des milliers de fois, voire des dizaines de milliers de fois, jusqu'à ce que vous arriviez à un résultat satisfaisant qui correspond à ce que vous voulez faire en réalité. Donc, comment on va faire ça? Donc, vous avez plusieurs solutions pour, bien sûr, le contexte du véhicule autonome. Si vous allez à Polytechnique le matin vers 10 heures, hein, devant l'ENSTA, vous allez voir ces fameuses autos bleues de Renault. Et ces fameuses autos bleues-là, elles vont faire le tour du campus des centaines de fois. Hein, ça fait plusieurs années qu'on les voit. Donc, ça fait des milliers de fois qu'elles circulent. Elles ont au-dessus, vous voyez le lidar que mes collègues ont expliqué tout à l'heure. Donc, le lidar, il va vous refaire cette scène, il va reconstituer la scène ici et détecter les objets qu'il y a sur l'image. Et ensuite, il y a un pilote qui va conduire le véhicule et, disons, le véhicule va apprendre les comportements du pilote et les mémoriser pour après les exécuter. La plupart des constructeurs automobiles ne vont pas utiliser cette technique parce que vous pouvez voir que ça a causé des problèmes avec les Tesla aux États-Unis il y a quelques années. Donc, on va avoir, disons, recours à des simulateurs. Et là, vous voyez que NVIDIA est un des premiers plus grands créateurs de simulateurs pour les constructeurs automobiles. Donc, ils vendent des simulateurs aux fabricants d'automobiles pour entraîner les scènes des réseaux de neurones. En ce qui nous concerne, nous, donc, on a utilisé un environnement qui s'appelle ROS, donc c'est un environnement du domaine public. Et l'avantage, donc, cet environnement, comme vous pouvez le voir, on a entraîné des drones, hein, des drones d'une marque française, Parrot, et ou bien on a entraîné des robots. Hein, et avec ça, donc, vous allez pouvoir arriver à régler les poids de votre réseau de neurones. Le résultat que l'on a ici, donc ça, c'est Saad Laili, c'est un projet d'étudiant de deuxième année. Donc, il a fait cette partie, excusez-moi. Voilà, donc il va d'abord entraîner le système. Donc, on fait bouger dans le système de simulation. À droite, vous avez le robot qui bouge et à gauche, vous avez aussi la personne. Donc, ici, on a entraîné le robot à toujours garder la personne en face, donc le visage en face du robot. Et donc, même si la personne va tourner autour d'elle-même ou même si elle va bouger à droite, à gauche, le robot va toujours se placer de manière à ce que la personne est toujours en face d'elle. Là, maintenant, on a mis le résultat de l'entraînement dans un robot qui se trouve à Évry et vous pouvez voir que ça, dès qu'il bouge à droite ou à gauche, en avant ou en arrière, le robot il va toujours faire ce qu'on l'a entraîné de faire, c'est-à-dire garder ça en plein milieu et toujours de face. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a entraîné le système, ensuite on a pris le code et on l'a intégré dans le robot. Bien sûr, il y a plein de détails qu'on ne va pas expliquer, c'est très simple, mais bon, voilà le résultat. Donc, aujourd'hui, les réseaux de neurones, ils vont avec le renforcement, la classification, la prédiction, comme mes collègues ils ont expliqué tout à l'heure, ça va vous permettre, par exemple, de suivre un véhicule, garder la distance derrière le véhicule, freiner s'il freine. Par exemple, ça va vous permettre de vous garer ou si vous sortez de votre place de parking, qu'il y a un obstacle, par exemple, en rouge, là, vous allez détecter l'obstacle, vous allez vous arrêter, un piéton. Donc, on peut dire que
les réseaux de neurones ont un rôle atomique. C'est comme si vous décidez de marcher, ben, les muscles vont marcher. C'est une action atomique qui va être permise grâce à ces systèmes-là. Contrairement au nom qu'on a choisi aux neurones, hein, c'est plutôt des automatismes musculaires, mais comme je le dis à la fin, donc il faut aussi, comme mes collègues ont expliqué, il faut une partie plus élevée qui va vous permettre de faire une sorte de raisonnement. Hein. Donc, le raisonnement, ce n'est pas quelque chose que les réseaux de neurones vont pouvoir faire. Et vous pouvez voir ici, par exemple, que le MIT a des collaborations avec Toyota. Ici, vous avez une situation très compliquée, hein, donc des véhicules très denses, et vous devez traverser la rue, aller vers la gauche, ou vous insérer dans la file de droite. Les voitures de Renault qu'on a vues tout à l'heure avec les lidars ne pourront rien faire parce qu'il y a des angles morts à droite et à gauche. Et donc, vous pouvez bien constater que dans des situations, des scènes aussi compliquées, eh bien, il va falloir faire autre chose. Il faut du raisonnement, il faut de la logique. C'est une chose qu'un réseau de neurones ne pourra pas vous apporter. Voilà. Donc, pour répondre à la question, peut-on voir un véhicule totalement autonome, comme mes collègues l'ont dit, en milieu propre, en milieu réservé, ça existe déjà. Vous avez les métros ligne 1, 14, 4, etc. Qui fonctionnent. On pense peut-être que, comme ils ont aussi mentionné, il va falloir avoir un code de la route des véhicules autonomes. Il faut savoir aussi que ici, on a un code de la route, mais la plupart des pays du monde ont des codes de la route, mais qu'ils ne respectent pas nécessairement. Donc, même si on a un code de la route, ça peut ne rien servir du tout. Et donc, du coup, on peut conclure que pour quelqu'un qui fabrique des navettes spatiales ou des Tesla, il sera beaucoup plus facile d'envoyer une navette spatiale à la station internationale que de faire circuler une Tesla sur le périphérique, sachant qu'hier, vous aviez même des gens qui circulaient à contresens. Donc, en conclusion, vous pouvez voir que les réseaux de neurones vont servir dans la classification, la prédiction et du renforcement. Hein. Donc ici, vous pouvez voir le film de Steve McQueen, dans lequel Steve poursuit des voleurs. Donc on peut, disons, répondre aujourd'hui et dire qu'on peut remplacer Steve derrière, dans le véhicule derrière, c'est faisable, mais pour le moment, les voleurs, on ne peut pas les remplacer. Et du coup, il y a encore du travail à faire pour arriver à ce travail. Voilà, je vous remercie.